Allô, allô. Oui, les gens en remote m'entendent correctement ou pas? Oui, moi j'entends. Super, merci. Ok, on commence dans 10 secondes. Je trouve... hop, ah. Bon, bonsoir tout le monde. Merci à tous d'être là, à tous et à toutes d'être là. Ça fait plaisir de vous revoir. Je pense que c'était la dernière fois, c'était en février-mars qu'on s'est vu. Et ça fait plaisir de voir des têtes connues, des nouvelles personnes aussi que je n'avais pas vues avant. Et du coup, je vais présenter le programme un peu de la soirée et après, je vais passer la parole à Rim qui va nous présenter un peu Datadom. Et il y aura un peu aussi les nouveautés du groupe, quelques news en tout cas sur des sujets sur lesquels on travaille avec Mathieu. Et je vais parler un peu aussi des Serveurs France, voilà, un peu les actualités. Et après, on aura les présentations des TIBA, que justement, il va parler un peu des algorithmes un peu probabilistiques ou probabilistics, je ne sais pas, la traduction en français. Et du coup, ça peut être intéressant pour justement, parfois on pense toujours à la partie déterministe, mais voilà, on verra dans quel cas ça peut être intéressant d'utiliser ce type d'algorithme. Et après, il y aura Arthur, un habitué du Meetup, qui va aussi nous présenter un peu comme un nouveau outil voilà, sur lequel il travaille. Et voilà, et après, on passera à la partie apéro, voilà. Et juste pour info, on a jusqu'à 21h, n'est-ce pas? Oui. Après, malheureusement, on doit abandonner le locaux parce que pour des questions de sécurité et des gens qui ne travaillent pas aussi après. Voilà, voilà. Du coup, Rim, si tu veux, je te passe le micro. Et Gilles, si tu peux me rejoindre. Merci. Merci. Je te laisse te brancher. Tu le mets sur le côté. Bonsoir à tous. Vous m'entendez bien? Il faut que je parle plus fort pour le fond peut-être. C'est bon? Bah, bienvenue chez Datadom. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Il y a une salle pleine de SRE, c'est bien. On va vous introduire un petit peu ce que fait Datadom, qui on est, en évitant que ce soit super commercial aussi, on va aller vite. Vous expliquer par le prisme de l'équipe SRE ce qu'on fait chez Datadom. Donc moi je me présente, je suis Gilles Valbrou, donc je suis CTO chez Datadom. Je te laisse un peu la parole. Et moi, je suis Rim Ravelli, je suis engineering manager chez Datadom. Je vais laisser Gilles présenter notre produit et après moi, je ferai un petit focus sur l'équipe SRE. Donc c'est quoi Datadom? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler déjà? Non. Hormis ceux qui ont regardé où c'était ce matin pour voilà. Ok, top. Bah, je vais vous expliquer rapidement qui on est. On est une société de cybersécurité. En fait, on lutte contre la fraude en ligne. Et on est historiquement donc une solution, ce qu'on appelle de bot management, c'est-à-dire qu'on détecte les robots, les mauvais robots sur Internet. On est spécialisé sur la protection des sites web, donc vraiment sur la couche HTTP, pas le TCP. Donc on protège de menaces type le scrapping. Vous connaissez un robot qui vient scraper les pages produits, par exemple, récupérer des informations sur les journaux, voler des articles, par exemple. Account takeover, credential stuffing, qui est très très en vogue actuellement, avec tous les comptes liqués qu'on observe chaque jour en France notamment. La fraude au paiement, la création de faux comptes, les scalpers, donc je ne sais pas si ça vous parle aussi. Ce sont les bots qui ont raflé toutes les PS5, vous savez, quand elles sont sorties, ou les lecteurs des PS5, ou tous les produits en rares, en édition limitée, en fait, ils viennent choper les stocks, ils les gardent, ils les revendent 3 fois le prix, et après, ils les déstockent. DDoS, j'imagine que ça vous parle. Ça va, voilà, ok, on est sur la bonne population. Le vulnscan, donc tout ce qui est scan de vulnérabilité, Log4j, etc. La fraude au clic, donc les bots qui vont générer des faux clics pour générer du revenu sur de la pub. Et Scud Analytics, eh ben, c'est tout ce qui va bruiter en fait les analytics que vous gérez en partie. Je pense au bounce rate par exemple sur le site de e-commerce, sur tout ce que les execs vont regarder en termes de tendance sur le trafic et qui vont être bruités par les bots. Donc, le bounce rate par exemple, c'est sur un site de e-commerce, c'est tout les sessions courtes. Un site de e-commerce va vérifier que les utilisateurs restent sur le site et s'en vont pas au bout une ou deux requêtes, ce qui est bruité par les bots. Voilà. Donc voilà ce sur quoi on travaille nous, en tout cas la valeur qu'on apporte à nos clients.
Aujourd'hui, on fournit une solution de bot protection, donc vraiment de la détection de bots, donc les mauvais bots, pas le bot d'indexation de Google, par exemple. Donc, on détecte les technologies, le comportement des bots et son impact sur le site du client. On a aussi une solution qu'on a développée, donc maintenant, on se positionne en plateforme de cyberfraude. On a une solution de Account Protect, donc pour tout ce qui est spécialisé en détection de faux comptes, création de faux comptes et chrono stuffing. Et après, Ad Protect, donc toute la partie fraude click, que je vous ai montré tout à l'heure, une solution spécialisée pour optimiser les campagnes de pub notamment. Notre mission vaste, c'est de débarrasser le trafic web de tout le trafic frauduleux. C'est juste ça. Donc, on a des clients, on est une boîte française, on a commencé à Paris et notamment en Europe, avec des belles références comme Fnac Darty, Blablacar, Adevinta qui est le groupe du Bon Coin par exemple. Donc principalement sur l'e-commerce, et après on s'est déployé en Amérique du Nord, avec le New York Times, TripAdvisor et Footlocker par exemple. Et oui, Pokémon a aussi des produits en édition limitée, ils ont des bots. Et après on s'est déployé aussi en Asie, donc on a une présence mondiale avec des bureaux à Singapour, Paris et New York. On a 350 clients aujourd'hui, un peu plus. On est pas loin de 200 aujourd'hui. On était une vingtaine il y a 5-6 ans à peu près, pour vous donner une idée de l'expansion qu'on a eue. 3 bureaux, plus de 13 milliards de requêtes par jour analysées. Voilà, HTTP. Et un bad bot détecté toutes les millisecondes. Un nouveau pattern de bad bot détecté toutes les millisecondes. Voilà sur ce qu'on fait. Est-ce que vous avez des questions sur Datadome? Voilà, boîte de cybersécurité, on protège le trafic des sites web. Et je vais laisser la parole à Rim maintenant pour vous expliquer un peu ce qu'on fait côté SRE. Côté SRE, donc l'équipe SRE, elle regroupe 3 équipes qui sont l'automatisation, Core System et Elasticity. Donc ces équipes vont travailler sur ces 3 thématiques. L'automatisation, on veut tous, comme tout le monde, on veut fournir des outils qui permettent aux devs de déployer le plus rapidement et le plus efficacement possible, et également de propager les bonnes pratiques dans les équipes au travers des projets. Core System, on a des gros volumes de données à gérer, comme vous allez voir un peu plus tard. Donc, on a une équipe qui est dédiée à ça, qui va gérer toute la partie data, notamment en travaillant avec des clusters de type Elasticsearch pour ingérer les données et Kafka, par exemple, pour le processing des data. Et la 3e équipe, c'est Elasticity. Eux, ils auront plus des problématiques de déploiement de notre solution à travers le monde et d'être amenés à scaler le plus rapidement possible et être au plus proche de nos clients. Donc, en plus de ces 3 équipes, on a une incident manager dans l'équipe qui va s'occuper de tout ce qui est lié aux incidents, au post-mortem et à l'amélioration continue. Une attaque, c'est quoi chez Datadome? Donc, c'est ce qui nous occupe le plus, c'est ce qui nous challenge. Une attaque, ça ressemble à ça. Donc, ce client, en temps normal, son trafic va tourner autour de 1000 requêtes par seconde. Pendant une attaque, comme vous pouvez le voir, il va monter jusqu'à 600 000 requêtes par seconde. Donc ça, ce type d'attaque, comme j'ai dit, ça va être par exemple des attaques DDoS, sur des sites, par exemple, d'information en ligne, c'est le cas de ce client-là, ou des bots qui vont venir monitorer des produits des produits rares, des sneakers, par exemple, sur des sites e-commerce. Nous, comment on va réagir en cas d'attaque? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va scaler le plus rapidement possible en se basant sur une métrique, c'est les requêtes par seconde qu'on va sur lesquelles on va se baser. Donc, pour ça, le client, quand il fait face à une hausse de trafic, il va pas vouloir scaler lui son infra, il va plutôt vouloir se débarrasser de ce trafic frauduleux. Donc, c'est nous qui scalons à sa place. Vous avez un petit lien, un lien sur d'un blog post si vous voulez avoir un petit peu plus de détails là-dessus. On va avoir 3 principaux challenges côté SRE. Le premier, c'est la performance. La performance sur 3 vecteurs. On va vouloir analyser le plus rapidement possible les requêtes qu'on reçoit. Donc, on analyse les requêtes en moins de 2 millisecondes. On va gérer un maximum. On va configurer nos instances pour qu'elles gèrent un maximum de requêtes par seconde. Donc, on en gère environ 3000. Merci. On en gère environ 3000 par seconde. Et comme je disais, on ingère aussi, on gère des gros volumes de données. Donc, on va stocker environ 200 000 requêtes par seconde
de requêtes par seconde en base. Et pour ça, notre infra, elle a été, tous les composants étant pensés de manière à monter, à scaler le plus rapidement possible. D'ailleurs, aux clients, on vend de l'infra. Et pour ça, on a un product manager qui est associé à notre équipe qui nous aide à travailler sur des problématiques purement SRE. Le deuxième challenge, c'est la latence. Donc, en termes de latence, une fois qu'on a optimisé toute la partie performance, soit les CPU ou les instances, etc., la latence va devenir très rapidement dimensionnante. Si on traite les requêtes de manière lente, ça a un impact sur le trafic du client très rapidement et ça peut se voir et peut avoir un impact sur le trafic du client. Le troisième challenge, c'est la reliability. Pour ça, sur la reliability, comme on analyse tout le trafic des clients en temps réel, si on l'analyse, si on laisse passer du trafic frauduleux, ça peut très vite avoir un impact sur le trafic des clients. Et pour répondre de manière rapide aux clients et traiter rapidement toutes les requêtes que l'on reçoit, on est déployé sur plus de 30 POP dans le monde, sur plusieurs régions, de manière à ce que on réponde le plus rapidement possible aux clients et qu'on soit une espèce de barycentre pour pondérer le trafic des clients. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Et on recrute. On recrute si vous aimez la perf et si vous aimez les challenges SRE avec une OS qui investit sur la partie scalabilité et qui a un gros focus sur la fiabilité. N'hésitez pas à nous garder en tête. Voilà. Bon meet-up. Merci pour la présentation. Maintenant, on sait qu'est-ce qu'ils font chez Datadom. Hop, je vais partager mon écran. Voilà, du coup, je vais parler justement rapidement de la partie SRE France. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la première fois qu'il vient au Meetup. Et SRE France, c'est une association qu'on a créée avec Mathieu. Peut-être certains d'entre vous connaissent Mathieu. Et du coup, on organise le Meetup SRE depuis quelques années, et toujours autour des sujets SRE, DevOps. Et pour l'information, on a des différents canaux de communication, Telegram, et aussi on a X maintenant, ex-Twitter, qui nous utilisent régulièrement pour communiquer. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner. Au passage, sur ce sujet-là, on est en train de réfléchir depuis un moment avec Mathieu d'évaluer les autres outils, en gros, pour différentes raisons. Et peut-être migrer à Mastodon ou Blue Sky ou des autres outils. Même pour la partie chat, peut-être Discord ou Slack. On réfléchit. Du coup, peut-être on va lancer un petit sondage dans le groupe Telegram. C'est ça qu'on a actuellement. Et pour voir un peu s'il y a des idées ou des gens veulent utiliser un outil plus qu'un autre. Parce que oui, voilà, on n'est pas on n'adhère pas complètement à à X en général en ce moment, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, mais voilà. Et voilà, juste pour faire un petit point sur ça. Ces meet-ups-là, mais tous les meet-ups, en général, on essaye de les enregistrer. Du coup, vous pouvez trouver les meet-ups dans le channel YouTube des SRE France. Et voilà, du coup, ça, c'est principalement les canaux de communication qu'on a. Et aussi, avant de passer à ce sujet-là, KubeCon, et pour info aussi, on réfléchit avec Mathieu à des autres formats. On fait beaucoup meet-up depuis un moment, mais on a envie de faire des formats un peu plus hackathon ou des workshops aussi. Si vous avez des autres idées, des formats, n'hésitez pas à venir nous en parler ou envoyer un message dans le channel Telegram ou via Twitter aussi. Et, mais voilà, du coup, on a quelques idées des sujets, mais on est en train de voir un peu quelle forme on peut le donner, comment, où. Mais voilà, mais du coup, on s'est dit peut-être c'est un peu pour... c'est bien de se voir, avoir des meet-ups, pouvoir présenter des choses, mais peut-être avoir des interactions un peu plus
comment dire, des manières différentes. Dans un workshop ou un hackathon, ça peut être intéressant aussi. Du coup, voilà, on réfléchit, mais n'hésitez pas si vous avez des autres idées ou vous voulez aussi, c'est une idée qui vous paraît intéressante, n'hésitez pas à nous en parler. Et du coup, juste en parlant un peu des news, pour ceux qui ne se souviennent pas peut-être, il y a la KubeCon qui arrive l'année prochaine à Londres. Cette année, c'était à Paris. Mais du coup, il y a le CFP qui est ferme justement c'est dimanche là. Du coup, si vous avez des idées de présentation, n'oubliez pas, vous avez jusqu'au dimanche pour le faire. Et en parlant de ça aussi, il y a dans le groupe Telegram, parfois il y a des codes promo pour s'inscrire, des réductions ou parfois des bons plans pour aller la soirée après l'événement. Du coup, n'hésitez pas à vous suivre un peu le channel Telegram si ça vous intéresse. Et au passage aussi, il y a les enregistrements de la KubeCon qui est en ce moment, qui vient de finir là aux États-Unis, aux US. Et du coup, ils sont déjà en ligne. Du coup, il y a toutes les présentations qui sont là disponibles. Du coup, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, c'est assez intéressant. Il y a pas mal de sujets, comme par exemple ce sujet-là, justement. Pour ceux qui utilisent ou aiment bien Prometheus, il y a la version 3.0. Il y a eu une présentation justement dans la KubeCon là, cette année, tout à l'heure, la semaine dernière, sur Prometheus. Du coup, n'hésitez pas à aller voir. Il y a pas mal de nouveautés à niveau de l'interface, mais bon, ça, on ne va pas trop. Mais plus au niveau des perfs aussi, du coup, ça peut être intéressant pour, je pense que ceux qui utilisent Prometheus, il y a dans les blog posts, il y a vraiment les benchmarks et aussi il y a quelques screenshots aussi avec les résultats. Et c'est pas mal à niveau des perfs, pour ce qui est CPU et memory. Du coup, voilà, ça vaut la peine de jeter un coup d'œil ou de mettre à jour ces interfaces, ces serveurs de prod en tout cas, par rapport à ça. Et voilà, c'est à peu près toutes les nouveautés qu'on a un peu en ces moments. Mais les trucs principaux à retenir, c'est justement l'idée des workshops. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à juste peut-être me dire là comme ça après, pendant l'apéro. Et comme ça, on peut commencer à donner un peu plus de forme à l'idée. Voilà, voilà. Et maintenant, du coup, on passe aux présentations. Et celle de Teiva qui va parler des algorithmes probabilistiques. Et je te laisse le micro, si tu veux partager ton écran. Ok. Eh bien, bonjour à tous. Je vais vous présenter du coup un petit sujet concret d'optimisation de latency ce soir. Donc, imaginez... Oui, c'est normal. Oui, c'est vrai que ça aurait pu cracher. Imaginez que vous êtes SRE sur un réseau social, d'accord? Donc, peu importe le réseau social, disons même un nouveau réseau social, d'accord? Et puis, comme tout réseau social, eh bien, il y a une feature de like qui permet du coup à un utilisateur de venir liker du contenu et de voir combien de likes a été fait par contenu. Bref, vous connaissez, d'accord? Donc, imaginez que cette implémentation, elle est faite de cette manière. Donc, on a une espèce de HTTP endpoint qui est /like/post-id. Et l'implémentation en fait de ce endpoint, c'est en pseudocode une fonction like qui récupère un post ID et qui va appeler une sous-fonction increment post ID de 1. D'accord? Et si on fait un petit zoom sur cette fonction-là, cette fonction increment, en fait, on va imaginer dans notre petit cas que notre système est connecté à une base de données relationnelle. D'accord? Donc, on va avoir une table like qui va gérer le compteur pour chacun des postes. Okay? Donc, cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est une requête SQL derrière. D'accord? Donc, elle va dire update-moi la table like pour ce post ID donné là et tu me l'incrémentes de la valeur que je te donne, dans notre cas, de 1. D'accord? Donc, jusqu'ici, tout va bien, pas de souci, notre implémentation fonctionne, rien à redire. Okay?
Et puis, imaginons qu'on ait de plus en plus d'utilisateurs. D'accord ? Donc, de plus en plus, on va avoir de volume, etc. Il y a même peut-être des grandes stars américaines qui vont commencer à utiliser notre réseau social, etc. Et l'un des problèmes qu'on peut voir là, c'est que on va avoir des soucis de ce qu'on appelle tail latency. Donc, pour ce endpoint-là, /like/postid, tout ce qui est valeur, enfin latence moyenne ou tout ce qui est le P50, ça c'est bon, pas de souci de ce côté-là, d'accord. Mais là, on va imaginer qu'on a une latence pour notre P90, donc le percentile 90, qui est beaucoup trop haute. Ce qui veut dire en fait que au moins une requête sur 10, eh bien, elle va avoir une latence qui est beaucoup trop haute. Okay. Donc là, dans notre cas, on vous dit, bah là, vous êtes un SRI, à vous d'optimiser. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, revenons sur notre requête SQL. D'accord ? Cette requête, elle est relativement simple. On est OK ? Il faut savoir que dans la plupart en fait, des bases de données relationnelles, alors ça, petite parenthèse, je parle vraiment de la plupart des bases de données relationnelles avec la configuration par défaut. Il peut y avoir des exceptions, etc. Mais ça, ce que je vous dis, c'est que dans la plupart des bases de données, ce qui va se passer, c'est que cette requête-là, elle va locker la ligne complète. Donc, elle ne lock pas toute la table, elle lock une ligne. Donc, en fait, si on se le représente visuellement, imaginez qu'on ait cette fameuse table like avec post-id et counter. S'il y a une transaction T1 qui arrive et qui lock la base parce qu'elle veut incrémenter le compteur, eh ce qui va se passer, c'est si on a une transaction T2 qui arrive au même moment, eh bien, cette transaction, elle va devoir attendre. Et ça va créer de la contention. Et puis pareil, s'il y a 5, 10 transactions qui arrivent en même temps, eh bien, chacune va devoir attendre. Et ça, c'est la raison pour laquelle on observait notre latence qui était assez haute pour le P90. Parce qu'il y a un petit nombre de requêtes qui va générer beaucoup de contention et qui va, du coup, faire en sorte que la latence qu'on observe, elle soit assez haute. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on appelle le hot row problem. En français, c'est le problème de la ligne chaude. Je ne sais pas si ça se dit. En fait, visuellement, c'est quoi? C'est imaginer qu'on est, ça c'est notre table, d'accord? Et chaque ligne correspond à une ligne de base de données. Si moi, par exemple, je tweet et que mon post il fait 3 likes, bon, ben, ça va être une ligne en bleu, il va y avoir très peu de contention, d'accord? Par contre, justement, si notre nouvelle star américaine, elle va créer du contenu sur notre plateforme, ben là, ça va créer beaucoup de contention et on va avoir quelques contenus qui vont générer pas mal de latence et pas mal de contention. Donc, quelles sont les solutions? On va essayer de voir quelques petites solutions et la plupart, en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est de dire que chacune, finalement, des requêtes ne va pas directement faire un accès en base de données. Okay, c'est un peu l'idée pour réduire, du coup, la contention. Donc, on peut penser à différentes solutions. La première solution, ce serait de batcher les updates. C'est-à-dire, ce qu'on pourrait faire, c'est dire dans notre implémentation de la fonction like, plutôt que d'écrire à chaque fois directement sur notre base de données relationnelle, ce que cette implémentation peut faire, c'est écrire dans un petit cache, peut-être un atomic counter, ce genre de choses, et on aurait un thread qui viendrait périodiquement, ou alors quand le cache aurait atteint une certaine taille, prendre les données de ce cache et les écrire dans notre base de données relationnelle. D'accord ? Donc, en fait, on se retrouverait derrière potentiellement avec ce genre de query où on lui passerait bien finalement un énorme nombre de postes en lui disant « incrémente-moi la valeur pour tous ces postes-là ». Et ça ne résout pas forcément notre problème de contention parce que qu'est-ce qui va se passer si on a plusieurs instances de service et que chacune des instances, finalement, elles vont essayer de faire des updates pour les mêmes postes. Mais derrière, ça va créer aussi de la contention. Donc, on pourrait se dire, ben, OK, je vais avoir peut-être des stratégies de partitioning ou de sharding en disant telle instance de ce service va être responsable que pour tel subset de postes et telle autre instance pour tel autre subset de postes, etc. Bref, tout ça pour dire
rien d'infaisable, ok, c'est quelque chose qui est faisable, mais c'est quelque chose qui, si on veut le gérer avec un très fort volume de données, en implémentant quelque chose qui soit vraiment fiable, je peux vous garantir que c'est vraiment quelque chose qui est loin d'être simple. Donc, une deuxième potentielle implémentation, ce serait finalement un peu la même idée, mais d'un point de vue distribué, en fait. Donc, plutôt que d'avoir un cache local, ce qu'on pourrait faire, c'est dire on externalise ce cache quelque part dans une base de données en plus, qu'on pourrait dire on optimise en écriture, d'accord? Donc, on viendrait à chaque fois écrire dans cette base de données optimisée en écriture, et on aurait un process, un service qui viendrait fetcher les données et les écrire dans notre base de données relationnelle. Donc, un peu la même idée, mais d'un point de vue distribué, d'accord? Et ça, cette implémentation, moi, je travaillais avant chez Docker et je bossais sur des systèmes comme Docker Hub et Docker Registry. Ça, c'est quelque chose qui est fait dans Docker Hub pour le compte de Docker Pool, en fait. Chaque fois que vous faites un Docker Pool, ben, ça émet toujours d'ailleurs un événement qui est récupéré, écrit dans un Redis, qui était optimisé en écriture, et derrière, on avait un service qui allait fetcher de manière régulière en fait, les données de ce Redis pour les écrire dans notre base de données relationnelle. Et voilà, donc on ne le faisait pas pour le compte de like, parce que personne n'utilisait les likes chez Docker Hub. Par contre, voilà, c'est un peu la même idée, d'accord? Le compteur de Docker Pool, c'est un espèce de compteur qui s'incrémente comme ça de manière monotone. Et là, il y a un point qui est intéressant. Donc, encore une fois, c'est une solution qui marche, mais qui est assez compliquée, parce que ça nous demande de rajouter une base de données, etc. Donc là, sur cette interface, finalement, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on voit que pour un contenu qui est populaire, on a une approximation, d'accord? Puisque de toute façon, l'utilisateur, il se fout de s'il y a eu 103 726 pools ou 103 628, par exemple, d'accord? Tout ce qui l'intéresse, lui, c'est d'avoir grosso modo une échelle, ok? Et en se basant là-dessus, en fait, on pourrait se dire, ben, pour ce genre de problématique et pour du contenu qui est populaire, ben, finalement, une approximation, c'est sûrement assez bon. Une approximation qui serait assez bonne, d'accord? Donc, je vais vous présenter une solution, là, qui tient en 3 lignes de code. Alors, il y a une ligne qui est en plus un bloc, donc on pourrait dire 2 lignes de code, ok? La solution, la voici, mais en fait, elle va se baser sur un nombre n, qui est une variable ou constante, peu importe, on va dire, disons pour simplifier, on va dire que n sera égal à 10. Okay. Ce qu'on va faire, c'est ça. On va dire, je rajoute un bloc, je lance un random, donc un nombre aléatoire de 0 à n, donc là, disons de 0 à 10. Okay. Si c'est entre 1 et 10, on ne fait rien. Si c'est égal à 0, on va incrémenter, mais non pas de 1, on va incrémenter de n, c'est-à-dire de 10. Donc ça veut dire, si on le rephrase, ça veut dire que dans ce cas-là, 10% du temps, on va incrémenter de 10. Et ça marche grâce à la loi des grands nombres. Vous lancez un coin flip, comment ça s'appelle, une pièce, d'accord? Vous la lancez peut-être 10 fois. Vous avez 80% de face peut-être et 20% de pile. Mais la loi des grands nombres, elle nous dit que au plus on va faire de lancers, si la pièce n'est pas truquée, au plus les statistiques qu'on va observer, elles tendront vers la probabilité théorique. Donc là, on a un nombre qui tend vers du 50-50. Donc si on revient sur cette solution, ben, cette solution, elle marche pour du contenu qui est populaire. Donc, au plus un contenu aura de likes, et au plus la valeur qu'on rajoutera dans notre base de données, eh bien, elle tendra vers la vraie valeur du nombre de likes. Et ça, c'est une solution qui marche. Elle réduit drastiquement aussi la contention et le nombre d'appels qu'on fait en base de données. On le divise par n. Voilà. Et alors, je simplifie évidemment un petit peu. Il y a quelques questions à se poser avec ce genre de problématique. Par exemple, quelle serait une bonne valeur de n?
Est-ce que n c'est égal à 2, à 10, à 50, je ne sais pas. Quelque chose, il y a un sujet dessus. Peut-être même qu'on pourrait se dire, on va faire varier n au plus un contenu pourrait devenir populaire. Et puis, en parlant même de contenu populaire, voilà, cette solution, elle va marcher dans le cas d'un contenu populaire. Si un contenu a potentiellement 3 likes, il va se retrouver potentiellement avec 30 likes. Donc, voilà, comment est-ce qu'on définit qu'un contenu est populaire, etc. Il y a un sujet autour de ça, évidemment. Mais bref, tout ça pour dire que cette solution-là, elle fonctionne, elle s'appelle Probabilistic Increment. C'est une solution de la classe des algorithmes dits randomisés, donc pour laquelle on introduit du hasard. Il y a plein d'algorithmes randomisés qui sont assez cool, hyperloglog, etc. Donc, ça vous intéresse, vous pouvez regarder, c'est fascinant. C'est des algos qui sont beaucoup utilisés dans les systèmes distribués at scale. Voilà, quand on a beaucoup de volumétrie, etc., c'est quelque chose qui peut vraiment valoir le coup. Et ça, c'est mon dernier slide, je terminerai là-dessus. Là, le petit travail en fait, qu'on a réussi à faire d'optimisation, on a été en mesure de le faire parce qu'on avait une compréhension du domaine. Et ça, c'est pour moi l'une des principales différences entre le SRI d'aujourd'hui et l'Ops, l'Ops plutôt traditionnel d'antan. Si on avait seulement une casquette Ops, sans vraiment comprendre le domaine sur lequel on travaille, on se dirait, OK, je dois optimiser ça, je vais peut-être tweaker la base de données, scale up, faire ce genre de choses, etc. Par contre, un SRI d'aujourd'hui, avec sa compréhension vraiment du domaine, là, dans ce cas-là, il peut se dire, OK, je vois qu'une approximation, c'est bon, donc ça lui permet d'implémenter ce genre potentiellement d'algorithme. C'est pour moi l'une des principales différences entre Ops et SRI. Voilà, c'est tout pour moi. Ouais. Je vous ai juste mis un petit QR code avec 3 liens. Il y a un lien sur les slides, un lien sur mes réseaux sociaux, et le troisième, j'ai oublié. Voilà. Donc, vous me direz. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui. À un moment, tu as soulevé le problème de comment on sait si un contenu est populaire ou non, et du coup, si on doit appliquer cette formule ou pas. Est-ce que tu as une réponse ou un début de réponse à ça? Alors, il y a... Oui, pardon, bien sûr. Donc, la question, c'est comment savoir qu'un contenu est populaire? De manière basique, il pourrait y avoir différentes réponses. Je pourrais te dire potentiellement, c'est lié déjà au nombre de likes. Si tu es capable d'avoir, toi, le nombre de likes qui est en base de données, une espèce de réplication, je sais pas. Potentiellement, ça peut être lié à la personne, en fait. Potentiellement, justement, une grande star américaine, tu vas en amont te dire, OK, ce contenu qui va publier, il va être populaire. Puis je sais que ça, c'est... alors, je ne sais pas exactement si c'est fait sur YouTube, sur le compteur de likes, mais il y a un peu des idées qui sont similaires sur YouTube, et tu as vraiment du machine learning derrière qui va être en mesure, en amont, en fait, de détecter pour savoir si un contenu devrait être populaire ou non, en fait, tu vois. Voilà. Donc, c'est le next step, si tu veux. Tu vois. Ouais. Oui. Et dans ton expérience, comment du coup est-ce que vous allez asservir ce genre de paramètres? Est-ce que c'est plutôt à de l'amont, donc par exemple des requests par seconde sur une sliding window, ou est-ce que c'est carrément sur des métriques aval comme la latence sur la base de données? Quels sont un peu tes retours d'expérience sur le choix de N du coup? Ouais, alors ça, c'est pas quelque chose que j'ai implémenté moi-même, c'est un cas... mais voilà, si je devais le faire, je pense de toute façon, tu pourrais le théoriser, N en disant, voilà, je pense qu'il devrait être égal à ça. Dans tous les cas, faudrait tester. Voilà, tu fais un canary, tu tentes à chaque fois différentes stratégies, différentes valeurs de N. Je pense que ce serait la meilleure approche, peut-être un peu bourrine, mais en tout cas qui donnerait le plus de résultats à mon sens, en fait. Tu vois. Voilà. Ok, merci.
D'autres questions? Ouais, merci. Est-ce que tu avais des SLO selon, sur le nombre de likes ou sur la fiabilité en fait des likes? Parce que j'ai l'impression que plus c'est populaire, moins ton SLO a besoin d'être exigeant. Ouais, alors, ouais, enfin, encore une fois, c'est pas un truc que j'ai fait moi-même, tu vois, mais si je devais faire ce genre de SLO, après, souvent les SLO en type de latence, ce que tu peux faire, c'est avoir différentes échelles, en fait, tu vois. Tu vas pas juste dire, moi, j'aimerais avoir un SLO de 50 millisecondes, par exemple, tu vois. Tu vas faire à l'échelle en disant, potentiellement, le P50, tu vas le mettre à 50 millisecondes, le P90 à 90 millisecondes, etc. Tu vois, tu vas fractionner un peu ton SLO. Donc, tout ce qui est tail latency, donc la latency autour de P90, P99, etc., c'est tu l'acceptes que potentiellement ça puisse prendre plus de temps, en fait, tu vois. Je sais pas si ça répond à ta question, grosso modo. C'est des paliers, en fait. Ouais, en latence, généralement, je pense que c'est une bonne pratique de faire comme ça, en fait, tu vois. Il y a plusieurs métriques où tu peux potentiellement fractionner comme ça. Ouais. Voilà. C'est bon? Du coup, on passe à la présentation d'Arthur. Oui, tu peux. Merci. Alors, pendant que je m'installe, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu passer, il y a un article du blog de engineering de Netflix qui parlait de ça, il y a genre une semaine. Un truc comme ça, ils expliquaient comment ils faisaient fonctionner leur système de compteurs distribués. C'est hyper intéressant. Voilà, à lire. Comment je partage? On va partager l'écran. Oups. Ok, c'est parti. Bonjour à tous. Du coup, moi, je suis là pour vous parler de Helm et de Customize. Pour ma part, ça fait 7 ans que j'utilise Helm et ça doit faire à peu près 5 ans que j'ai touché à Customize pour la première fois, mais ça fait vraiment 2 ans que je m'en sers en production. Et en fait, quand j'utilisais Helm, je me posais toujours des questions. Je me disais, mais est-ce que Customize, c'est pas bien parce que ça a l'air complètement différent, même si ça essaie de répondre au même problème. Et je suis content parce qu'en fait, maintenant, ça fait 2 ans que je m'en sers et je peux enfin répondre aux questions que j'avais. Et donc, j'espère que ça répondra à certaines questions que peut-être que vous avez aussi. Du coup, moi, c'est Arthur. Je suis SRE. Je suis SRE dans une boîte qui s'appelle Pigment. Pigment, on est une boîte française. On développe un SaaS qu'on vend à des équipes de dirigeants d'entreprise. Donc, pas les gens qu'il y a dans cette salle. On s'en sert en interne parce qu'on aime bien utiliser notre propre outil, puisque du coup, on ne paye pas les licences. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que ça fait. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur pigment.com et vous en saurez davantage. Mais du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler de Helm versus Customize, tel qu'on le voit chez Pigment. Parce que chez Pigment, on est plusieurs à avoir de l'expérience avec les deux. Et du coup, en fait, on a pas mal réfléchi à c'est quoi les forces de l'un, c'est quoi les inconvénients. Puis je vais vous parler un peu de ce que nous on fait, c'est-à-dire Customize avec une touche de templating. Et en fait, ça marche hyper bien. C'est pour ça qu'on veut en parler. Parce qu'on a essayé pas mal de trucs, il y a pas mal de trucs qui marchaient pas du tout, mais ça marche bien. Et après, une petite ouverture un peu sur si on allait plus loin, et ça, c'est une discussion que j'aimerais surtout avoir avec vous après, durant l'apéro, parce que je pense qu'il y a du potentiel, et du coup, j'aimerais avoir vos avis, si vous en avez. Du coup, un peu de chiffres pour essayer de vous donner le contexte de chez Pigment. J'ai fait le calcul tout à l'heure. Là. Du coup, chez Pigment, si on prend tout le YAML qu'on déploie dans Kubernetes, il y en a pour 38 mégaoctets. D'ailleurs, pour l'anecdote, il y en a 50%, c'est des tabulations. Voilà, les joies du YAML. Mais du coup, 820 000 lignes de configuration Kubernetes, et il y en a à peu près la moitié qui est générée avec Helm et l'autre moitié avec Customize. Pour le coup, j'étais surpris. En fait, je ne m'attendais pas à ce que ce soit 50-50, mais c'est 50-50. De ces 38 mégas,
il y en a 10% qui sont pour déployer les services que nous, on a développés. En fait, les 90% qui restent, c'est pour des trucs qu'on n'a pas développés, genre des trucs qu'on installe parce que, je sais pas, on a parlé de Prometheus, par exemple. Voilà, si on veut installer Prometheus, on l'installe, je le compte dans les stats, mais c'est pas nous qui l'avons développé. Et les services que nous, on a développés chez Pigment, pour le coup, ils sont tous 100% déployés avec Customize. Et justement, en fait, je suis un peu là pour vous dire pourquoi. Donc, on va commencer par Helm, c'est génial. Et c'est vrai, genre je le dis pas sarcastiquement, Helm c'est trop bien. Pourquoi Helm c'est trop bien? Parce qu'en fait, avec Helm, on peut faire exactement ça. En fait, je peux avoir un fichier YAML dans lequel j'ai des valeurs par défaut. Donc là, par exemple, je déploie Vault. Voilà. J'ai un fichier default.yaml dans lequel je mets mes paramètres qui sont valides sur tous mes environnements, etc. J'ai un fichier production.yaml où j'ai juste les cas particuliers de la prod. Et après, je lance une commande Helm template et bam, j'ai Vault qui se déploie. C'est trop bien. Alors, évidemment, les fichiers que nous, on utilise pour déployer Vault sont un peu plus compliqués que ça, mais c'est ça l'idée. Et en fait, le fait que Helm, ça pré-package des applications, c'est super. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a autant d'utilisation de Helm chez Pigment. C'est parce qu'en fait, quand on déploie quelque chose qu'on n'a pas écrit, s'il y a un chart Helm, on va s'en servir. Mais Helm, c'est aussi l'enfer. Et je pense que tous ceux qui ont utilisé Helm longtemps voient de quoi je parle. Et pourquoi c'est l'enfer, Helm? Alors, il y a un petit truc. Avant que je rentre là-dedans, il y a un petit truc déjà. Un truc qui me dérange vraiment avec Helm, c'est qu'on ne peut pas faire de templating dans les values.yaml. En fait, il y a des moments où il y a un chart, par exemple le chart Vault. À un moment, il accepte une variable qui s'appelle config, qui est en gros la configuration qu'il va donner à Vault. Et c'est une string. Et si je veux injecter l'ID de mon environnement dedans, c'est mort. Je suis obligé de répéter le fichier de config entier dans tous mes values.ml, dans values.staging, values.prod. C'est très énervant. Mais bref, on va mettre ça de côté pour l'instant et se concentrer sur le vrai problème de Helm. Le vrai problème de Helm, d'accord, c'est que moi, en tant qu'ingénieur, j'ai envie de déployer un service, j'ai envie d'écrire ça. Voilà, j'ai envie de copier-coller l'exemple Hello World qu'il y a sur kubernetes.io pour créer mon deployment et j'ai envie de dire, mon app, elle s'appelle MyAPI, elle a un conteneur dedans, voici l'image, elle écoute sur un port. C'est tout. Voilà. Parce que moi, quand je développe des services, ils font ça en fait. Et le problème, c'est que déjà, on commence à faire du Helm parce qu'on se dit, ah ouais, mais en fait, je vais pas utiliser la même image en staging et en prod, etc. Donc on commence à être intelligent, on commence à variabiliser. Et ça, ouais, ça c'est cool. D'accord? Mais après, on commence à devoir faire des best practices, d'accord? Où on commence à inclure des templates. D'accord? On render des templates pour générer le nom de mon truc. Et alors, je sais pas, vous l'avez tous utilisé, c'est le API full name si vous avez écrit un chart Helm, d'accord? Je vous rappelle juste l'implémentation. Est-ce qu'on n'a pas honte, d'accord, de tous avoir ça dans notre chart? On a tous copié-collé ce truc, personne ne l'a jamais lu. D'accord? Si vous le lisez, vous vous dites, mais pourquoi est-ce que je trompe un maximum 63 caractères? Dans quel monde est-ce que j'aurais un nom de ressource qui dépasserait les 63 caractères? Et de toute manière, je m'en fiche, parce que de toute façon, il y a une ressource sur deux où je vais mettre un dash quelque chose, donc du coup, de toute façon, je vais dépasser les 63 caractères, donc ça sert à rien. Je suis vénère, désolé. Après, je veux ajouter des labels. Et alors là, on découvre le deuxième truc, le n-indent. Ça, c'est trop chiant. En fait, Helm ne sait pas qu'il génère du YAML. Helm génère du texte. Il ne sait pas que c'est du Kubernetes, il ne sait pas que c'est du YAML, il sait rien de ce qu'il fait. Donc du coup, je suis obligé de lui dire, ouais, les labels, tu peux les indenter, s'il te plaît, de 4, et j'espère que je ne me suis pas trompé. Après, je vais ajouter de la config. D'accord? Mon service, tout d'un coup, il est configurable, et du coup, il a une variable d'environnement. Donc moi, j'ajoute un petit from config map-ref, et j'ai ma config map à côté, tout roule. Non, d'accord? Parce que j'ai le même problème, d'accord? Je suis obligé d'utiliser le API full name, j'ai rajouté dash config, d'accord? Donc maintenant, mon truc, si ça se trouve, il est trop long. Donc si ça se trouve, je fais un install et ça ne marche pas. Ça, c'est génial à découvrir. Vous saviez que production, c'est légèrement plus long que staging? Combien de fois, ça vous a pété la gueule? Il y a un truc qui marche très très bien en staging, vous déployez en production et vous tombez sur un non trop long. Merci, voilà, on sait de quoi je parle. Donc, et pareil, là, on a notre n-indent. Mais après, derrière, on veut un rolling update. Quand la config change, on veut que notre deployment, il restart. Donc, on met cette magnifique annotation que j'ai copié-collé de la doc de Helm. Vraiment. D'accord. Si vous allez sur une page, Helm Tips and Tricks, il y a ça dedans. D'accord. Et alors, pour expliquer ce que ça fait, en gros, ça calcule un hash de ce fichier entier, de ce fichier de template. D'accord. Et ça le met en annotation. Et alors, vous voulez savoir un truc? Pour se dire, ouais, mais s'il y a du templating là-dedans, imaginons, je rajoute un label ou j'ai une valeur là et tout qui est templatisée, en fait, il va render le fichier pour calculer le hash. Donc, en fait, Helm va juste render le fichier 2 fois. Et du coup, si vous faites ça, en fait, ça change techniquement l'aspect de votre pod et du coup, ça fait un rolling update, etc. En vrai, c'est hyper élégant, sauf cette ligne. Mais bon. Après, on commence à vouloir mettre un peu de logique, parce que tout ça, là, c'est le b.a.-ba de tous les charters, mais après, on commence à se dire, OK, je vais mettre un peu de logique qui est spécifique à moi. Donc, du coup, je me dis, OK, si j'ai un HA, donc High Availability,
enable true dans mon values, je mets 3 réplicas pour mon service. D'accord? Pour la prod, peut-être que je fais ça. Peut-être que je fais ça pour d'autres environnements aussi. En dev, je ne vais pas le faire, mais bon. Mais du coup, mon HA enabled, il enable aussi un pod disruption budget. Donc en fait, si mon HA enabled il est à fausse, ce fichier n'existe pas, juste du point de vue de Helm, mais il est quand même dans mon chart. D'accord? Donc en fait, quelqu'un qui veut aller lire mon chart et qui en a rien à faire de la haute disponibilité, il est quand même obligé de se poser la question de c'est quoi ce pod disruption budget pour YAML et pourquoi est-ce que si c'est du YAML, ça commence pas par du YAML? Et parce que du coup, là, votre IDE, il pète un plomb. Je sais pas, quelqu'un a réussi à faire marcher la coloration syntaxique de ChartElm sur VS Code? Voilà, ça fait 7 ans que j'essaye. Vous aviez repéré ça? C'est off. Oups, erreur de syntaxe. Voilà, en fait, ce n'est pas censé être 4, c'était censé être 6. Voilà, juste, en fait, parce que faut compter les tabulations. Et alors là, je pars de la base que j'indente avec 2 espaces, parce que si vous n'indentez pas avec 2 espaces, les valeurs changent. Et là, en fait, ce qui se passe en plus, c'est même pas que Helm vous engueule. C'est qu'en fait, Helm template marche très bien. C'est Kubernetes qui va vous engueuler en vous disant match labels n'a pas le droit d'être vide. Vous êtes bizarre, il n'est pas vide. Et après, il va vous engueuler parce que vous avez ajouté un champ qui a le nom de votre premier label. Et il va vous dire ce champ n'existe pas. Et du coup, Kubernetes l'a rejeté. C'est pénible. Mais bon. D'ailleurs, j'ai oublié un truc ici. J'avais oublié les selector labels. D'accord ? Moi, en tant que personne qui veut déployer un service, ouais, j'ai compris, d'accord, les deployments, ça gère un ensemble de pods, et donc du coup, il faut qu'ils puissent savoir c'est quoi les labels que je regarde pour savoir les pods que je gère, etc. En pratique, c'est toujours les mêmes, hein, d'accord, mais j'ai besoin de les mettre. Et du coup, dans Helm, en fait, on a les labels, le API.labels, là, à include, mais on a aussi le selector labels, qui est différent, parce qu'il y a des labels qu'on ne met pas dans les pods, apparemment, je ne sais pas pourquoi. Mais on fait les best practices, etc. C'est important. Et après, il y a un SRE qui vient et qui nous dit ouais, ton service il est un peu bourrin et donc du coup on va le mettre sur un nœud dédié, donc ce serait bien qu'on puisse set un autre selector dessus. Donc du coup moi je rajoute à l'arrache, ok, s'il y a un autre selector dans le values.yaml, je fais ça, d'accord. Puis après il y a quelqu'un qui me dit ouais, mais en fait j'aimerais rajouter des config maps, mais sur certains environnements, donc ce serait bien si ton values.yaml il y avait un champ genre extra config maps sur lequel t'itérer pour juste injecter des config maps. Et après, d'ailleurs, vous pouvez faire pareil avec les extra ports. Et du coup, au début, tu supportes juste name et number. Mais en fait, un jour, dans 2 mois, il y a quelqu'un qui veut set le protocole sur un port aussi. Et du coup, vous êtes obligé d'aller modifier votre chart. Et de mettre du defaulting pour la rétrocompatibilité. C'est un enfer. Et du coup, plutôt que de faire ça, en fait, vous vous dites, attends, je vais être malin. D'accord, je vais juste convertir le champ extra ports en YAML. Voilà. Et je vais l'indenter de 12. Et ça va juste marcher. Voilà. Et du coup, les gars, j'ai une idée géniale. On va juste faire ça, en fait. D'accord ? On va écrire le deployment entier dans le values.yaml et on va juste mettre ça en disant, vas-y, tu prends le values.deployment et c'est mon deployment. D'accord ? Alors, ça, c'est le problème avec Helm. D'accord ? Et si vous avez déjà ouvert l'implément d'un chart Helm, vous voyez de quoi je parle. Si vous allez, particulièrement les charts open source de la communauté, ils ont besoin de supporter 10 000 cas d'usage différents, ce qui veut dire que si vous les ouvrez, en fait, c'est 90% de templating et 10% de configuration cube. Et ça, je trouve ça dommage. Et les autres SRE chez Pigment trouvent ça dommage aussi. Et c'est pour ça qu'on est parti sur Customize pour déployer nos services à nous, parce qu'en fait, utiliser des charts Helm, c'est super, mais écrire des charts Helm, c'est l'enfer. Et du coup, si on fait la même chose avec Customize, en fait, qu'est-ce que ça donne? Parce que je suis là pour vous dire que Helm, c'est nul, mais si Customize, c'est nul aussi, c'est pas la peine. Et donc, on va repartir du même deployment, et celui que j'avais envie d'écrire à la base. Et en gros, avec Customize, on a un customization.yaml. C'est pas un tutoriel, d'accord? Allez lire la doc, elle est nulle. Mais l'outil est top. Et en gros, si je veux mettre des labels, je peux juste dire, ouais, label, tac, et je mets mes labels. Et automatiquement, Customize, en fait, il m'ajoutera mon label ici, là. D'accord? Sans que j'ai modifié mon deployment.yaml à la base. D'accord? Là, je vous montre le rendu. Et après, je peux lui dire, ouais, mais fais-le aussi pour les selectors et les templates de pod, etc. Et lui, il le fait. D'accord? Ça, c'est génial, parce que du coup, moi, après, derrière, attends, je reviens en arrière, juste, il faut comprendre, mon deployment.yaml, il a cette tête-là, en fait, dans l'histoire. Mon fichier deployment.yaml. Genre, c'est vraiment le hello world que j'ai copié-collé de kubernetes.io. C'est comme mon customization.yaml qui s'occupe de dire, je rajoute des labels. Je peux faire pareil pour ma config map, d'accord? Je peux générer une config map avec Customize, et après, écrire un patch qui va juste ajouter la config map dans mon deployment.
Et la config map, automatiquement, Customize, il s'occupe de lui donner un nom unique en fonction du contenu. Donc, j'ai pas besoin de mon annotation qui est incompréhensible. En fait, toute la logique, elle est comprise dans le mot générator, en fait, qui du coup, juste instantanément, fait comprendre ce qui se passe. D'accord. Et tout ça, plutôt que d'avoir un customization.yaml qui fait 400 lignes, je peux le rendre modulaire, d'accord, avec ce que Customize appelle des components. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est. Si vous voulez en parler, je suis ravi d'en parler. Et une fois que j'ai mon component config, je peux avoir un component high availability, je peux avoir un component labels, etc., etc. Et mon deployment.yaml à gauche, il reste le même. Et ça, c'est hyper important. Et surtout, si quelqu'un a envie d'ajouter un autre selector, les SRE, les fameux, ou s'il y a quelqu'un qui a envie d'ajouter une config en plus, pour je ne sais quelle raison, parce qu'en fait, il a modifié le entry point de votre pod, qui fait ça? Voilà. Et du coup, il a besoin de variables d'environnement supplémentaires. En fait, à tout moment, il peut juste écrire son propre customization.yaml et utiliser votre brique comme ressource. Et ça marche. En fait, Customize, c'est composable. En fait, genre on peut récupérer les trucs et on peut les patcher et c'est couche sur couche sur couche sur couche de configuration. Le problème, c'est que parfois, j'ai envie de pouvoir faire ça en fait. D'accord, j'ai envie de pouvoir dire, si je suis en prod, je veux de la haute dispo. Et ça, je peux pas avec Customize, d'accord. Tous ceux qui n'ont jamais fait du Customize ou tous ceux qui sont sur le point d'utiliser les variables ou les replacements de Customize, non, faites pas, les gars, d'accord. C'est pas la peine, ça marche pas du tout, d'accord. Vous pensez que ça marche toujours presque, et en fait, ça marche jamais. Et c'est une usine à gaz. Ils ont mis les vars dans la V3, ils les ont dépréciés dans la V5. Avec la V4, ils avaient ajouté les replacements. À cette allure-là, je pense qu'ils vont mettre une solution pour remplacer les replacements dans la V6 et dans la V7, il n'y aura plus rien. Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai envie de pouvoir faire ça. D'accord. Et chez Pigment, c'est ce qu'on fait. Okay. En fait, on templatise notre configuration Customize pour avoir cette logique métier qui permet de dire si je suis en prod, je veux de la haute dispo. Et le nom de mon bucket, c'est juste Pigment le nom de mon environnement data. Et je ne suis pas obligé de dupliquer le config map generator une fois pour staging, une fois pour prod, une fois pour chaque environnement, etc. Ou si je veux ajouter des variables dans ma config map, ça c'est un vrai truc. Quand on a rajouté la configuration Vault, en fait, je peux inclure l'ID de l'environnement et aussi l'ID du service. Et donc du coup, en fait, j'ai créé une configuration qui est complètement réutilisable. Et donc du coup, en fait, quand je déploie un nouveau service, je peux juste ajouter le component Vault dans mon customization.yaml et ça fonctionne, en fait. D'accord? Et je génère un customization.yaml comme ça pour chaque environnement et pour chaque service. Tout ça avec un outil custom. Voilà. Parce que Customize, ça ne le faisait pas. Helm, ça ne le faisait pas. Et on s'est dit, on va faire la génération de code. Et en gros, ça génère de la configuration Customize. Et derrière, on lance Customize Build. D'ailleurs, on est des gros bourrins parce qu'on n'était pas sûr que ça marche, Toner, quand on l'a écrit. Et du coup, on commit le résultat de ce que Toner génère. Donc, du coup, j'ai des stats. C'est 90% de notre config Customize qui est généré aujourd'hui. Et en fait, la raison pour laquelle c'est autant, c'est parce qu'une fois qu'on peut générer des trucs, on se retrouve à tout générer, en fait. C'est tellement facile d'écrire un template qu'en fait, on se dit, bah ouais, j'écris un template qui génère, et je boucle sur tous les services et tous les environnements, je génère 5000 lignes de YAML, je m'en fous, en fait. Je vais jamais les relire. La code review, elle se concentre sur le template. Moi, je commit le code généré, mais c'est une sorte de test unitaire. Hein. C'est juste pour vérifier que quand je change Toner, je ne change pas le code généré. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on a gagné, d'accord, c'est que la configuration est modulaire. Okay. On l'a vu, hein, on peut découper en components, on peut découper en patch. Si j'ai une feature qui s'étale sur plusieurs ressources, je peux tout mettre dans un même dossier. Je ne suis pas obligé d'avoir toutes mes features qui se croisent, comme la haute disponibilité, qui va devoir toucher au deployment, qui va devoir toucher au PDB. Si elle se trouve, elle va set une variable d'envant plus, parce que tout d'un coup, j'ai du leader election ou je ne sais quoi. J'ai pas besoin de toucher à 8000 fichiers et d'avoir toutes mes fonctionnalités qui sont croisées. La configuration, elle est extensible. Ça, c'est le gros problème de Helm, je trouve, en fait. C'est que, en tant que consommateur d'un chart Helm, c'est une boîte noire. Si le chart ne supporte pas ce que vous voulez faire, tant pis. D'accord ? Si vous voulez rajouter un autre sélecteur et que le chart ne le permet pas, c'est mort. Et donc aujourd'hui, avec Customize, on n'a pas ce problème-là. En fait, on peut juste rajouter une couche de plus. La configuration, elle est réutilisable grâce au templating. D'accord ? Customize, c'est pas une configuration qui est particulièrement réutilisable de base.
Je trouve que c'est vraiment le gros problème de l'outil. Mais avec une touche de templating, en fait, on rend le truc vachement réutilisable. Et surtout, c'est partageable. En fait, Toner, il a une notion de certaines variables qui sont spécifiques à des services, spécifiques à des environnements. Par exemple, c'est Toner qui, dans sa configuration, a la liste de tous les environnements, en fait. Et chaque environnement a des propriétés, etc. Par exemple, nous, on a production Europe et production US. Et l'idée, en gros, c'est que les devs, en fait, dans leur template, ou même nous, les SRE, en fait, ils peuvent écrire, OK, est-ce que je suis dans un environnement de prod? Si oui, je fais ça, sinon je fais ça, etc. etc. Et les experts Kubernetes comme nous, en fait, on peut tout patcher. On peut tout faire. En fait, il n'y a aucun moment où un dev il peut écrire une boîte noire que nous, on ne peut pas patcher si on a besoin de la patcher. D'accord? On peut toujours passer derrière, rajouter un patch, et c'est bon, sans toucher forcément au dossier que les devs utilisent. Et surtout, les devs comprennent leurs ressources. Parce que du coup, tout d'un coup, pour comprendre leur deployment.yaml et pour savoir quel config map utiliser où, et pour savoir sur quel port écrit leur truc, etc., ils n'ont pas besoin d'apprendre le templating Go, en fait, de Helm. C'est tout bête, mais en fait, ils ont Google Kubernetes Deployment, ils sont tombés sur la première page, et ça ressemble exactement à ce qu'ils ont dans leur code source, quoi. C'est quand même pratique pour l'onboarding. Je peux vous dire qu'ils ne posent plus de questions là-dessus. Et voilà, c'est tout. Donc, j'espère en discuter avec vous. Merci pour la presse. Du coup, la partie customize sans templating est développée est écrite par les développeurs et la partie templatée par les SRE, ou bien c'est partagé ou... Alors, c'est nous les SRE qui avons écrit Toner parce que c'est nous qui avons eu le besoin, on va dire. En fait, à la base, on n'avait pas vraiment prévu que les développeurs s'en servent. Mais au bout d'un moment, en fait, on a des développeurs qui sont venus nous voir en disant en fait, j'avais besoin de faire je sais plus quel changement à ma config. Et en fait, je me suis inspiré de ce que vous aviez fait là-bas pour les buckets. Et du coup, en fait, j'ai copié-collé un truc et en fait, Customize me dit que ça compile pas, quoi. Enfin, et du coup, à ce moment-là, en fait, on a ajouté l'option, on a montré aux devs, en fait, OK, voici comment utiliser Toner. On a fait un petit job dans la CI, genre s'ils tapent please Toner generate dans leur PR, il y a un petit job qui tourne, qui le fait pour eux. Et en fait, le constat, c'est que du coup, pour le coup, ça s'est un peu répandu dans la R&D, sans qu'on le veuille particulièrement. Mais pour le coup, on n'a pas eu de problème là-dessus. Merci. Merci pour la presse. Je suis d'accord avec toi sur le galère de Helm, mais j'ai aussi un autre use case où Helm, c'est pas top. C'est l'intégration entre Helm et l'infra as code, notamment Terraform, où on galère avec la consistance, avec tous les soucis. Est-ce qu'avec Customize, ça serait beaucoup mieux d'utiliser dans l'infra as code ou c'est... Je pense pas. J'ai déjà fait un peu de Terraform qui utilisait Helm et j'ai l'impression que les galères, elles sont juste au niveau des providers Terraform, qui en fait ont du mal à savoir si oui ou non il faut apply, etc. Nous, on utilise Argo. Je trouve que ça match beaucoup mieux. Et pour le coup, Argo, il marche avec Customize, il marche avec Helm. On a prévu d'ajouter genre une sorte de plugin Argo pour qu'il puisse faire du toner tout seul, mais c'est pas du tout prioritaire. Mais voilà. Je pense pas que Customize sera mieux avec Terraform. D'accord, merci. Ouais, merci. Deux questions rapides du coup. Aujourd'hui, votre ConfCube, elle est centralisée au niveau du même repo ou c'est décentralisé? Tout est dans le même repo chez Pigment, back-end, front-end, infra. En fait, ouais. on est en monorepo en fait. Okay. Notre repo s'appelle monorepo. Okay. Voilà. Et deuxième question, est-ce que le rollback sur Helm, ça manque pas des fois quand il faut faire un rollback instantané Du coup, pour le coup, Argo le fait pour nous. En fait, même quand on fait du Helm avec Argo, Argo il fait juste Helm template et derrière il gère son truc. Donc là, le faire Helm template, il fait customize build. Et en fait, pour le coup, ça marche bien. Après, en pratique, chez Pigment, on fait très rarement des rollbacks via Argo. On a tendance à juste revert la PR, juste relancer un déploiement, quoi. Ok, merci. On a une...
Juste petite question, je m'attendais à avoir un lien GitHub. Est-ce que c'est un outil interne ou... D'accord. Pour l'instant, oui, complètement. En fait, je voulais pas montrer dans les exemples, mais Toner, il a des connaissances de certaines particularités en fait de notre infra, pas qui sont sensibles, mais qui juste sont. C'était pratique pour nous de les mettre dans Perso, Toner. finalement. Voilà. Là, par exemple, j'ai mis environnement.id, mais en pratique, nous, on parle de location parce qu'on a plusieurs locations par environnement. Enfin, et c'est en fait, c'est notre, on va dire notre domaine qui est un peu imprégné partout dans Toner. Cela dit, refaire un petit bout de templating qui est capable derrière de générer de la config et ensuite on lance Customize, c'est pas très compliqué. Il y a un moment, j'ai même essayé d'intégrer, de faire en sorte que Helm s'occupe du templating et que derrière Helm lance Customize pour moi. Et ça marche. Genre, j'ai un POC, si vous voulez. Celui-là, pour le coup, il est open source, je vous le montre. Okay. Je vais peut-être pas push sur master, mais en pratique, on tombe sur d'autres obstacles derrière. Mais en tout cas, moi, j'adorerais qu'en fait, il y ait une solution open source qui réconcilie un peu Helm et Customize comme ça. Mais ce sera pas Toner. Non. Je suis chaud de voir ton POC tout à l'heure à l'occasion. Ouais, si vous voulez. Merci. Oui. Customize, il a une fonction pour render les Helm charts. Et nous, en fait, on l'utilise un petit peu comme ça parce que de toute façon, Helm avec Argo CD, ça n'utilise pas le principe de Helm Release avec ses secrets et autres parce que Argo CD Underzood fait un Helm Generate. Mais pour certaines migrations qu'on a eues de services qu'on a ou des choses justement comme la Kubernetes Stack qui est énorme, bah, finalement, on a pris comme entry point, nous, du Customize. Et soit on a des déploiements très simples, auquel cas, bah, c'est des manifestes plats, comme tu le vois, avec des patchs et autres, ou soit on utilise le Helm Render. Et du coup, on a la possibilité de extend un Helm chart s'il ne supporte pas telle et telle ressource que nous, on voulait. Quoi. Et vous l'avez envisagé, ça aussi, dans vos usages? Ouais, je crois qu'on a un cas d'un composant, je ne sais plus lequel, où je crois que c'est l'agent Datadog, où en fait, la manière dont on le déploie, c'est un Helm template suivi d'un customized build. Et en vrai, c'est pratique. Moi, je pense que le vrai win, il serait dans l'implème des charts, en fait, surtout. Genre, en soi, ouais, en tant que consommateur d'un chart, il n'y a rien qui nous empêche de juste Helm template dans un dossier, de lister les fichiers dans un customization.yaml, voilà, ou même de tout mettre dans un all.yaml, et juste d'importer ça en tant que ressource. Ça marche bien. En fait, ce que je trouve qui est dommage, c'est que moi, j'aimerais bien que dans un chart, par exemple, quand je mets le achat.enable à true, qu'en fait, dans l'implème du chart, plutôt que d'avoir un if values.achat.enabled partout, en fait, j'aimerais bien qu'il y ait juste un fichier customization.yaml dans le chart où il y ait écrit juste « Ah, si là, il y a l'achat, alors j'inclus le component achat ». Et derrière, Customize s'occupe du reste, parce qu'en fait, moi, en tant que lecteur de l'implémentation du chart, je peux partir de mon values et me dire « Ok, ça fait quoi? Ah, ça inclut ce component, je vais dans le dossier, j'ai tout ce que j'ai besoin de ça. » Et je me dis qu'en tant que maintainer de chart, ça peut être vachement pratique. Mais le use case de consommateur de chart qui enrichit avec Customize, grave. La Kubernetes Stack, grave, parce qu'il y a 8 trucs différents et du coup, tu te retrouves, si tu veux mettre un autre sélecteur, tu te retrouves à le mettre 8 fois dans ton values. C'est beaucoup plus simple de passer par les patchs de Customize. Bah, nous, l'exemple plus concret qu'on a, c'est qu'on utilise External Secrets Operator. Et il y a plein d'autres charges qui te demandent de soit filer directement le secret en plain, que tu pourrais faire avec du SOPS, mais du coup, nous, c'est ce qu'on fait. Quoi. On utilise les M-charts classiques avec les values, et puis en fait, on génère les External Secrets Operator à côté avec du Customize. Voilà, bon cas d'usage. Dernière question? Non? Bah, je vois qu'il y a des pizzas et des bières, donc allons-y. Hein. Du coup, juste pour finir aussi, un grand merci à Rim et à Gilles qui nous ont permis d'héberger le meet-up aujourd'hui. Et aussi, c'est eux qui offrent les pizzas et l'apéro. Du coup, merci Rim. Du coup, pour ceux qui sont en remote, bonne soirée. Merci d'avoir été là et on coupe l'enregistrement.